Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on s'installe parce qu'on prend déjà un peu de retard. Donc, bienvenue à ce forum intitulé Rétablir un service public ferroviaire pour tous. De toute façon, on va avoir une petite introduction des deux coprésidents que je présente tout de suite. Frédéric Cuillerier, qui est maire de Saint-Aille et donc coprésident de la commission transport, mobilité, voirie de l'AMF, et Sylvain Laval, qui est maire de Saint-Martin-le-Vinoux. Et dans vos autres fonctions, il y en a plusieurs, mais je voulais quand même citer que vous étiez aussi président du syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise, donc et également coprésident de la commission de l'AMF. Donc peut-être un petit mot d'introduction par rapport au contexte de notre forum, puisqu'on va parler beaucoup d'infrastructures, d'un sentiment et plus qu'un sentiment de dégradation des infrastructures, d'une organisation assez complexe. On va voir. Bon, ça va être l'objet de notre première table ronde, parce que par moment, on ne sait pas bien à qui s'adresser. L'impression des fois qu'on se renvoie la balle un petit peu entre différents interlocuteurs. Ce sera le but de notre deuxième séquence avec un certain nombre de témoignages. Et donc, c'est vrai que notre première séquence sera plus sur cette responsabilité partagée entre la SNCF, l'État et les régions, et de bien comprendre un peu comment tout ça s'organise. Je vous donne la parole tout de suite parce que comme on a pris un peu de retard et que le ministre devra nous quitter vers, si j'ai bien compris, 14h40. Oui, c'est une bonne cause pour aller au Sénat, répondre à une question d'un sénateur, donc c'est compliqué de ne pas y être. Je vous donne tout de suite la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Avec Frédéric Cuillerier, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde. Rétablir un service public ferroviaire pour tous, puisque nous savons que c'est un sujet central qui concerne à la fois tous les territoires de France. Et si nous avons choisi la question du ferroviaire, c'est parce qu'elle se diffuse bien sûr sur l'intégralité du territoire, mais parce que c'est un mode de déplacement aujourd'hui qui a un énorme avantage, qui est celui de pouvoir transporter de manière la plus importante, la plus massive possible nos habitants. C'est une réponse très adaptée aux besoins de mobilité de demain, de regrouper les déplacements, de les décarboner. Ce ne sera pas la seule, mais c'est une des réponses importantes du maillon de la chaîne. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir l'ensemble des acteurs réunis, Monsieur le ministre, les régions, la SNCF, tout le monde est là. Et ce sont des sujets sur lesquels vous voyez bien qu'il faut à la fois rassembler tous les acteurs pour contribuer collectivement et répondre aux besoins sous des formes diverses. Lorsque vous êtes évidemment dans des grandes zones urbaines, vous avez besoin du train, vous avez des gares qui diffusent sur le réseau, mais lorsque vous habitez également en périphérie, en zone rurale, à 40, 50 km ou au-delà, vous avez aussi besoin de vous déplacer. La gare du secteur, quand il y en a, peut être un élément de connexion absolument indispensable et de liaison entre l'ensemble de ces territoires. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer d'un côté les enjeux de zones urbaines et les enjeux de zones rurales ou périurbaines. Et nous avons pour cela plusieurs manières d'appréhender le sujet. La question de la desserte fine aussi des territoires, avec des lignes qui sont parfois moins denses, avec des gares plus petites, mais qui sont ô combien importantes et qui doivent être connectées au reste du réseau. Et c'est l'enjeu que nous avons notamment sur la question des services express régionaux métropolitains, qui sont là pour assurer la connexion entre l'ensemble de nos territoires et qui doivent permettre demain d'améliorer la situation, sans oublier pour autant les territoires qui, eux, n'auraient pas la possibilité d'être dans des logiques de SERM. Et c'est bien sur ces deux sujets qu'il faut articuler les choses et sur lesquels nous allons pouvoir discuter dans quelques instants, avec bien sûr des enjeux impérieux de capacité à agir et donc de financement, d'entretien du réseau, de qualité de service et d'offres. C'est pour ça que je veux encore remercier l'ensemble des acteurs qui sont là aujourd'hui, puisque c'est évidemment dans une dimension collective que nous pourrons répondre à cette question. Et bien sûr, les collectivités locales et singulièrement le bloc local aura aussi son rôle à jouer, mais à son niveau et à sa juste et modeste échelle en la matière. Merci Sylvain, je m'associe pleinement à tes propos et je vous remercie d'être à nos côtés, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Moi, je voudrais tout simplement commencer par un exemple réussi qui intègre complètement le rôle des collectivités locales à vos côtés, régions, et aussi aux côtés de la SNCF. C'est un exemple de ma commune. Dans ma commune, en 1995, je suis situé sur la ligne
Orléans-Tours, il y avait 2 trains qui s'arrêtaient par jour, l'un dans la matinée vers 10 h et l'autre qui revenait vers 16 h. Nous avions 2 passagers qui prenaient ce train. Et on me disait, mais c'est pas intéressant, il n'y a personne qui prend le train. Donc, j'ai créé avec mes collègues le collectif des gares du Val-de-Loire, sur la ligne Orléans-Beaugency, en gros, dans notre département. Et là, nous avons obtenu 8 arrêts par jour, bien séquencés, aux bons horaires, le matin, le soir, pour aller dans les 2 sens. Aujourd'hui, je faisais le point avec mon adjoint qui est devenu le président de cette association. Nous avons entre 60 et 80 usagers qui prennent le train tous les jours, contre 2 il y a 20 ans, parce que la région a fait l'effort, parce que la SNCF s'est adaptée, a fait l'effort aussi, et que nous avons pu, en associant la commune que nous sommes, parce que nous connaissons de façon très fine les besoins de nos habitants au quotidien, nous avons pu réussir ensemble, et c'est pour ça que je voulais vous citer cet exemple, de réussir ensemble. Mais pour réussir, il faut absolument associer les communes, les intercommunalités à ce travail qui est un travail très fin de terrain. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, mais je pense que là, on a une piste de travail qui montre que nous avons besoin de travailler tous ensemble. Et encore une fois, je vous remercie d'être là avec nous parce que votre présence démontre que vous attachez aussi beaucoup d'importance aux maires de France et aux présidents d'intercommunalités. Merci beaucoup à vous deux. Et c'est vrai que vous insistiez sur l'importance d'être associés. C'est vrai que des fois, les élus ont l'impression de ne pas l'être assez, des fois de découvrir certaines décisions. Alors des fois, ça se passe très bien, comme l'exemple que vous donniez, mais malheureusement, ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, l'objet de notre première séquence, c'est la qualité du service public ferroviaire, une responsabilité partagée. Donc, c'est déjà peut-être redéfinir un peu de pédagogie, de redéfinir le rôle des uns et des autres. Une SNCF qui a beaucoup changé avec la loi de 2018. Et effectivement, des fois, des élus qui s'y perdent un petit peu entre les différentes filiales, de savoir à quelle porte frapper et de se dire, dans toutes ces organisations, à qui peuvent s'adresser les élus, disons. Alors, je vous présente les 3 intervenants. Tout d'abord, donc François Durovray, vous êtes ministre délégué chargé des Transports. Carole Delga, présidente de Région de France et de la région Occitanie. Et Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF et président du groupe SNCF, donc qui chapeaute toutes ces filiales. Monsieur le ministre, comme vous devez nous quitter... Non, parce que je pensais vous faire intervenir à un autre moment, mais je ne vais pas vous faire partir en retard. Est-ce qu'on commence peut-être par la SNCF, déjà pour planter le décor? Je vous donnerai la parole après. Jean-Pierre Farandou, donc vous ouvrez le bal, si je puis dire. Donc, loi de 2018, application en 2020, donc un certain nombre de filiales. Et comment ça s'organise et comment les élus s'y retrouvent dans cette organisation? D'accord. D'abord, un petit mot pour dire que je suis ravi effectivement d'être au contact des maires de France. Je crois que c'est important, les maires de France, parce que c'est les communes de France et les gares de France. 3000 gares, je vois que Marlène est là, la directrice de Gares et Connexions pour la SNCF. Et on a parfaitement cette conscience qu'on est dans la capillarité des territoires. Et la gare, pour vous, c'est un bâtiment important, c'est un lieu important, c'est un lieu de vie important. 3000 gares, ça ne fait pas 30 000 communes, mais enfin, on n'est pas si loin. En tout cas, j'ai cette conscience-là que nous irriguons les territoires et deuxièmement, que la mobilité est vraiment une aspiration profonde de tous nos concitoyens. Et que troisièmement, bonne nouvelle, les gens ont envie de prendre le train. Voilà, donc ça vaut le coup effectivement qu'on en parle. Si les Français n'avaient pas envie de prendre le train, on ne serait pas là à discuter de la mobilité ferroviaire et tout ce qui peut aller autour. Alors, la loi de 2018, elle a... simplifié et complexifié, voilà, c'est à la française. Elle a simplifié parce qu'au moins elle a laissé un groupe SNCF unifié. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Dans certains pays européens, on coupe entre ceux qui gèrent les infrastructures et les gares et ceux qui exploitent les trains sur le réseau. Bon, nous, ce n'est pas le cas. On a tout ça, mais il y a au moins un ensemble. Et je suis le président de cet ensemble. Donc il y a une forme de cohérence, il y a une forme d'unité, une forme d'efficacité. Deuxième mot magique, la concurrence.
Voilà, on vit la concurrence. D'ailleurs, vous avez écouté ce qui se passe au niveau social. Il y a une vraie introduction de la concurrence dans nos modes de fonctionnement, les appels d'offres dans les trains régionaux, la concurrence pour les TGV. Et cette concurrence, elle a tendance à faire deux choses, à fragmenter un peu plus et peut-être à éloigner des préoccupations d'aménagement du territoire. Un concurrent privé, quand il vient faire des trains, c'est pour gagner des sous. Il n'est pas là pour aménager le territoire, il est là pour gagner des sous. Et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Alors là-dedans, un descriptif rapide. Il y a plusieurs SNCF au sein de la SNCF. Il y a donc cette grande division. Ceux qui gèrent le réseau, c'est une agence de l'État. SNCF Réseau, c'est un bras démembré technicien qui connaît parfaitement le réseau ferroviaire, qui construit les lignes, qui les entretient avec un budget donné. Voilà, il est là pour délivrer de la qualité, délivrer de la sécurité, de la fiabilité en maîtrisant l'argent public. Et il fait avec l'argent qu'on lui donne. Si on lui donne de l'argent, il fait des choses. Si on ne lui donne pas d'argent, il ne fait pas. D'ailleurs, c'est la loi qui lui interdit. Parce qu'on a fait de réseau une société anonyme. Donc, il ne peut pas dépenser l'argent qu'il n'a pas. Les gares, c'est un peu pareil. Mais les gares, il y a la dimension servicielle, il y a l'accessibilité, il y a une dimension de service qu'il n'y a pas de côté réseau. Mais c'est pareil, les 3000 gares de France, c'est un bien commun. De la toute petite, que vous connaissez, à la très grande, au fond, c'est homogène. C'est la porte d'entrée dans le réseau ferroviaire. C'est leur porte d'entrée dans vos territoires et c'est un bien commun. Et eux, ils ne sont pas en concurrence, pour faire simple. Par contre, ils doivent accueillir la concurrence, avec toutes les règles d'égalité, de concurrence libre et non faussée. Puis après, il y a ceux qui se battent dans la concurrence depuis peu de temps, notamment fret et voyageurs. Alors eux, ils sont dans la concurrence. Là, vous avez deux grandes familles. Il y a la famille de ceux qui ne sont pas un service public. Le TGV. Le TGV n'est pas un service public. Il n'y a aucun contrat de service public passé avec aucune collectivité, l'État ou autre. Donc ils doivent gagner leur vie. Et moi j'ai besoin qu'ils gagnent leur vie parce que c'est avec l'argent qu'ils gagnent que je peux racheter des TGV, que je peux financer le fonds de concours pour que le réseau soit bien maintenu. Donc moi je suis désolé, le TGV, il faut qu'il gagne sa vie. Donc les prix, les volumes, l'action commerciale, il faut qu'il gagne sa vie. Il ne faut pas lui en vouloir, il fait ça. Et c'est normal. Après il peut y avoir des modes de correction. On donne l'aménagement du territoire. On a discuté avec le ministre qui a quelques idées sur le sujet d'ailleurs. Parce qu'il y a des sujets à résoudre. Et après, on a le monde des transports conventionnés. Les patrons, c'est Carole, c'est les régions. Les patrons des trains régionaux, c'est les régions. Les patrons de plein exercice, c'est eux qui financent à la fois le fonctionnement du réseau, qui achètent le matériel, qui financent les gares, qui financent la création des ateliers. C'est eux les patrons. Ils décident le nombre de trains, ils décident les arrêts, ils décident les prix. Ils décident les services. Ils décident de nous mettre en concurrence tout de suite ou un peu plus tard. Carole a la gentillesse de décaler. D'autres ont fait le choix d'y aller tout de suite. Voilà. Et donc, on est confronté à des concurrents. Voilà, donc ça, et là par contre, on sait du service public, mais celui qui définit le service public, ce n'est pas la SNCF, c'est l'autorité organisatrice. L'État, c'est la même chose. Sur Paris-Limoges, sur Paris-Clermont, nous sommes des opérateurs. Et un jour, on sera mis en concurrence sur Paris-Clermont et sur Paris-Limoges. Et c'est l'État qui est l'autorité organisatrice. Voilà un peu comment les rôles bougent, comment les rôles évoluent. Mais c'est vrai qu'on a une période de grande transformation. Et pour terminer, en termes de simplification, pour essayer de mettre un peu de simplicité, j'ai créé deux fonctions. J'ai un coordinateur régional, donc par région, groupe, c'est souvent le directeur des TER d'ailleurs, hein, c'est le même, et je lui ai mis à côté de lui une espèce de directeur de cabinet, coordonnateur régional adjoint. Alors lui, il est à vos dispositions. Il faut vraiment que vous trouviez ses coordonnées, il existe, et lui, il est vraiment là pour répondre à toutes les questions que se posent les élus et vous amener après vers le bon guichet. On est un peu compliqué, mais il est là au moins pour vous aider comme interlocuteur unique pour vous envoyer vers les bonnes personnes. C'est lui l'interlocuteur donc pour les élus. Avec ce que vous venez de nous expliquer, la SNCF a malgré tout toujours une vocation d'aménagement du territoire. Parce que oui, on a, comment dire, c'est dans notre ADN. Ben, stricto sensu, on ne serait pas une entreprise publique qui a un siècle d'histoire, je vous répondrai non. D'ailleurs, c'est ce que répondent nos concurrents. Quand nos concurrents arrivent, ils n'ont aucune vocation d'aménagement du territoire. Nous, oui, mais personne ne nous le demande. C'est dans notre ADN. On le fait parce que c'est notre nature. Voilà, et je l'assume complètement, et la vocation des territoires, c'est important pour nous. Voilà, on le fait par valeur, j'allais dire, mais on le fait pas, et on n'a pas beaucoup de textes qui disent ça. Il y a zéro texte qui dit ça. On le fait parce qu'on pense qu'on doit le faire, on le fait parce que ça nous parle, on le fait parce que c'est notre manière de servir notre pays et les territoires. C'est ça l'aménagement du territoire par la SNCF. C'est une volonté de cette entreprise publique de travailler en partenariat avec tous les territoires. Merci. Carole Delga, je regarde le ministre, on a le temps, hein, je peux donner la parole à Carole Delga. Et donc cette vocation d'aménagement des territoires, c'est plus la région que la SNCF. C'est un peu simpliste. Hein.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, les présidents de région, nous sommes très très attachés à la question de l'aménagement du territoire parce que ce que nous voulons, c'est que nos concitoyens puissent avoir une qualité de vie. Donc une qualité de vie, c'est stopper l'hypermétropolisation, c'est permettre de vivre dans des territoires ruraux, des territoires de leur choix. Bien sûr, c'est la question de la création d'emplois, mais c'est la question des mobilités. Et c'est pourquoi nous sommes très attachés à ce qu'il y ait une proposition de mobilité décarbonée. Donc, quand il y a du rail, on fait en sorte d'avoir des propositions avec des horaires adaptés, comme cela a été dit, et d'où le partenariat localement est indispensable, parce que les habitudes de vie d'un bassin de vie, ce sont les maires, les intercommunalités qui les connaissent. Et en fait, on a cette définition. Le triptyque SNCF, région et bloc local, il est fondamental parce que la SNCF, quand même, a des contraintes techniques qui sont assez complexes. C'est beaucoup plus facile de faire circuler des cars ou des bus que des trains. Donc, il faut prendre en compte ces questions techniques avec, il faut être clair, un réseau ferré très vieillissant en France, d'où l'augmentation des budgets absolument nécessaires. Nous l'avons fait, les présidents de région. Nous allons continuer de le faire avec l'État. Donc, avec Monsieur le ministre, on est en train de se battre dans ce process budgétaire pour avoir les moyens d'investir sur le ferroviaire prioritairement, mais pas uniquement, mais prioritairement pour les mobilités décarbonées. Et donc, c'est une question d'aménagement du territoire et c'est une question aussi d'avoir des trains à l'heure. Donc là, Jean-Pierre Farandou ne le dit pas, mais on est dur, les présidents de région, en particulier en Occitanie, où j'impose les amendes les plus fortes de France sur les trains en retard. Mais parce que moi, je crois dans le service public ferroviaire. J'y crois fondamentalement sur l'aménagement du territoire, sur la question de l'environnement, sur la question de la sécurité. Et donc, pour que nos concitoyens prennent les trains, il faut des horaires adaptés à leurs besoins, il faut avoir des trains à l'heure. Il faut avoir des trains pas chers. Parce que ça, je voudrais quand même... on est dans un moment budgétaire. Donc à Bercy, je leur ai expliqué l'exemple de l'Occitanie. Nous, les salariés, ils payent 1 € le trajet, déduction faite de la participation employeur. En 4 ans, plus de 50% d'augmentation de la fréquentation, mais recettes ferroviaires, 17% d'augmentation. Ça veut dire que des trains, vous avez 2 choix. Soit vous supprimez des trains, soit vous mettez des trains où il y a du monde dedans. Pour avoir du monde dedans, 3 conditions. Horaire adapté, train à l'heure, donc PIM, amende quand ils sont en retard, et ensuite des tarifs adaptés. Parce qu'un train, qu'il soit plein ou qu'il soit vide, à 90%, ça vous coûte la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des tarifs attractifs. Ça ne veut rien dire de mettre des tarifs, des prix du billet pour faire 20 ou 30 km à 20 € s'il n'y a personne. Parce que si vous avez 2 personnes à 20 €, ça vous fait 40 personnes. En revanche, vous avez 100 personnes à 1 €, voilà, ça vous fait 100 €. Et c'est plus. Donc c'est ce triptyque qu'il faut mettre en place parce que moi, je pense que c'est par le dialogue, c'est par la concertation et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de tension budgétaire. Voilà, il ne faut pas se mentir. Voilà, on va tous devoir faire des efforts, tous en tant que citoyens, tous en tant qu'élus locaux. La France est dans un moment difficile. On doit faire en sorte que la France, elle soit souveraine, elle soit grande. Et ça veut dire qu'on doit mettre l'argent public là où il y a un effet levier. Un effet levier, c'est relier les gens, parce qu'il faut lutter contre l'individualisme, source du populisme, parce qu'il faut aussi soutenir les mobilités décarbonées, et parce que derrière, il y a une filière industrielle qui est française. Il ne faut pas l'oublier. Quand on rénove une voie ferrée, on fait travailler des entreprises françaises, que ce soit des entreprises des TP, que ce soit des entreprises aussi de transport de matériel roulant. Et c'est là où nous devons avoir un fort volontarisme et nous devons être conscients qu'on doit amener des services sur tous les territoires. Bien sûr, sur les territoires urbains, c'est dans le cadre des projets des SERM, mais il faut aussi être inventif. Il faut être inventif, il faut proposer de l'intermodalité dans les gares quand elles y sont. Et quand on n'a pas de réseau ferré, moi, dans le Gers, le président du département du Gers, il est là, le chemin de fer, il arrive à Auch. Et puis après, il n'y a plus de chemin de fer. Mais à ce moment-là, on travaille avec le président du département, avec les intercommunalités, pour faire du transport à la demande. Et là, ce sont des véhicules électriques partagés qui sont mis en œuvre. Et c'est aussi la question des bus et des cars où nous travaillons avec le ministre
pour avoir, par exemple, sur les autoroutes, des voies réservées aux cars qui sont sur de la moyenne et de la longue distance, qui sont aussi en mode décarboné. C'est cette question d'amener une solution à tous les Français, quel que soit le lieu où ils habitent, et prioritairement le ferroviaire. Vous parliez d'infrastructures assez vieillissantes. Et justement, un des leviers, est-ce que c'est les contrats de plan État-région, le volet mobilité de ces contrats de plan? Oui, c'est un des volets, mais il faut être très clair qu'au niveau français, nous sommes dans une modalité de financement des infrastructures des transports, il faut se le dire, et on le partage avec François, qui est dépassé, on le partage avec Jean-Pierre. C'est dépassé. Là, voilà, on est à un moment de difficulté. Donc, c'est-à-dire c'est quand on touche le fond de la piscine, qu'on tape du pied et on remonte. Et là, on doit rebâtir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les présidents de région, ça fait 2 ans. 2 ans que nous avons mis des propositions, noir sur blanc. Il faut travailler sur la question des sociétés des grands projets. Il faut travailler sur la question de la fin des concessions autoroutières. C'est quand même 4 milliards d'euros qui est produit par l'occupation du domaine public qui appartient à tous les Français et à l'État. C'est la question aussi des certificats d'énergie, enfin, avec les questions du CO2. C'est également la question des péages. Tous ces sujets, c'est la question du versement mobilité. Il faut le bâtir et il faut mettre en place de nouvelles modalités de financement pour que l'investissement dans ces infrastructures de transport qui ont une durée de vie minimum de 50 ans, et c'est plus proche, voilà, on déplace le siècle, hein, c'est plus proche de 100 ans que de 50 ans, et bien que ces modalités de financement correspondent à l'amortissement réel. Et là, nous devons être force de proposition et nous allons y travailler de façon indispensable. Certes, les contrats de plan État-région, mais au-delà. Il faut un grand choc de l'offre ferroviaire. Monsieur le maire l'a très bien expliqué. Dans le ferroviaire, c'est l'offre qui crée la demande. C'est l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire quand vous mettez des trains aux bons horaires, bon, bien sûr qui sont confortables, qui sont propres, qui sont à l'heure, qui ne sont pas chers, eh bien, banco. Les Français nous disent oui, on a envie de train. Et on a la chance d'avoir la SNCF. Alors Jean-Pierre Farandou va vous dire, mais là elle est sympa, mais quand on est entre 4 yeux, elle est terrible. Mais qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire, moi je veux que la SNCF donne le meilleur. Elle donne le meilleur, ça le meilleur. Et on a un grand patron de la SNCF. Mais il faut remettre à plat tous les financements. Il faut être intelligent. Quand on a une difficulté, l'intelligence collective, c'est ce qui permet de la dépasser. Et il faut investir massivement dans les mobilités décarbonées. C'est une question de lien social, c'est une question de compétitivité de nos entreprises, parce qu'on pourrait développer aussi le fret ferroviaire. C'est une question d'écologie, c'est une question de souveraineté industrielle. Merci François Durovray. Peut-être tout d'abord une réaction à ce que vous avez entendu. Et sur le financement, je ne pourrais pas m'empêcher de vous poser une question sur ce fameux plan de 100 milliards qui avait été annoncé par Elisabeth Borne. Vous en avez parlé il y a peu de temps. Mais tout d'abord, peut-être une réaction comme ça à chaud sur ce que vous avez entendu sur cette partition entre région et SNCF. Relation qui se passe bien, apparemment. De temps en temps, il y a des petits coups de tension, mais... Et l'État Bien sûr qu'il est heureux. Il m'a donné un coup de pied juste quand tu as dit que... Jean-Pierre, il faut que tu fasses attention. Non, je voulais partager avec vous 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on est aligné. Et je ne vais pas donc rebondir sur les propos qui ont été tenus par Jean-Pierre ou par Carole à l'instant, et chacun dans leur rôle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions. Et je voudrais remercier Sylvain et Frédéric qui sont intervenus en expliquant ce qui se passait sur leur territoire. Et c'est vrai que comme ça a été dit par Carole à l'instant, dès qu'il y a de l'offre, il y a de la demande. Tu citais ton exemple dans le Loiret, dans ta commune. J'étais la semaine dernière dans la banlieue de Tours, dans un village où on va rouvrir une gare et on va permettre, avec le concours de la région, à partir de l'an prochain, de passer d'un temps de trajet de 40 minutes en voiture à un temps de trajet de 8 minutes. Et dès lors qu'on a cette proposition, il est clair que les gens abandonnent leur voiture et vont vers des solutions décarbonées, collectives, qui permettent de réconcilier à la fois les questions environnementales, les questions de pouvoir d'achat, parce qu'il y a des offres, grâce aux régions, des offres qui sont parfaitement accessibles, et, je me permets de le dire, qui permettent également de redonner du temps à nos concitoyens. C'est quelque chose, on ne le mesure pas, on ne le quantifie pas toujours,
Mais offrir des solutions de mobilité, c'est redonner du temps à nos concitoyens qui, aujourd'hui, sont sur la route, sont parfois dans les embouteillages, ne peuvent faire rien d'autre que sur la conduite. Et dès lors qu'il y a du transport public, ferroviaire, mais c'est aussi le cas dans des solutions routières, on peut redonner la possibilité de se reposer, de lire un livre, de regarder un film, de travailler et donc de changer le regard qu'on a sur les mobilités, qu'elles ne soient pas contraintes. Vous connaissez tous les chiffres sur la mobilité, leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et là aussi, la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a des solutions. Et on a des solutions qui ont, à mon sens, un préalable. C'est qu'il faut de la dépense publique pour ensuite générer des gains privés. Il faut de la dépense publique pour les infrastructures. Et les infrastructures, elles appartiennent à tous les Français, qu'elles soient routières ou ferroviaires. La SNCF, elle a ça dans son ADN, mais la SNCF, c'est la propriété des Français. Et lorsqu'on investit sur du ferroviaire, lorsqu'on investit sur de la route, et il faut expliquer à nos concitoyens qu'on a besoin d'investir et qu'on a besoin d'investir davantage. Donc évidemment, je suis en ligne avec la proposition qui avait été faite par Elisabeth Borne d'investir 100 milliards sur le ferroviaire. Simplement, l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, quand on est en responsabilité, c'est de garantir que nous soyons au rendez-vous de ces 100 milliards. Et je serais tenté de dire, même un peu au-delà, si on veut intégrer l'ensemble du patrimoine routier qui notamment appartient aux communes, et si on veut intégrer la question de l'adaptation au changement climatique, on l'a encore vu récemment, j'allais dire nos infrastructures, elles prennent cher. Elles prennent cher et donc il va falloir qu'on investisse davantage pour les protéger. Mais donc cette feuille de route... Et ça coûte plus cher quand on attend. On en parlait tout à l'heure avec le président de la SNCF. Ah ben, la dette grise, etc. Donc, mais il faut qu'on investisse davantage. Et le boulot que j'essaie de faire, Carole et Jean-Pierre le savent bien, c'est qu'on va organiser à partir du mois de février une conférence nationale sur les mobilités qui, au-delà du diagnostic, sera chargée d'identifier les pistes de recettes pérennes qui nous permettent de sortir du caractère mortifère de l'annualité budgétaire, où on sait que l'État a des difficultés, on sait que c'est en yo-yo, enfin en yo-yo, en dents de scie, et que ça a plutôt tendance à baisser, en dépit des efforts qui ont été faits, je le reconnais, par le gouvernement précédent, où on a augmenté la part des investissements sur les infrastructures. Mais ce n'est pas durable. Voilà. Et donc il faut qu'on trouve les solutions. Carole les a évoquées. Il y a le sujet des concessions autoroutières, qui est un sujet à lui seul. Et moi, je ne suis pas anti ou pro-concession. Je dis simplement qu'on a un modèle qui arrive à échéance. Il faut qu'on invente un nouveau modèle. Donc on doit le faire ensemble et on doit y réfléchir ensemble. Et en conscience, en responsabilité, se dire qu'aujourd'hui, on a 12 milliards d'euros de péages qui sont payés par les automobilistes, par le pavillon étranger. Un quart de ces 12 milliards de péages, ce sont les poids lourds étrangers. Un quart. Je me permets de le dire voilà, pour ceux qui voudraient se passer de cette recette. Donc on a cette responsabilité-là. On a d'autres sujets, notamment les ETS, alors ce sont les quotas carbone qui peuvent permettre de financer la mobilité. Et moi, ce que je dis simplement en tant que ministre des Transports, soyons capables de se mettre autour de la table et d'identifier les besoins, de se mettre d'accord sur les recettes qu'on essaie de mobiliser et d'essayer de donner de la lisibilité en sortant de l'annualité budgétaire. Alors, est-ce que c'est une loi d'orientation? Est-ce que c'est une transformation de l'agence de financement des infrastructures à laquelle on garantit des recettes affectées pour donner de la lisibilité, mais de la lisibilité qui est essentielle pour la SNCF, pour les régions, pour les entreprises qui ont besoin de savoir comment elles vont travailler. Donc ça, c'est le long terme. Et puis après, ces infrastructures, lorsqu'elles sont en bon état, et on doit investir massivement, eh ben, il y a la question de l'offre qui a été abordée, et on voit qu'il y a des solutions nouvelles, et là aussi, c'est une dernière bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, des solutions nouvelles qui sont portées par les collectivités. Encore une fois, je veux remercier et saluer le travail qui est fait par les régions, historiquement sur les TER, avec des sauts d'offres qui sont encore nécessaires, avec des nouvelles solutions techniques qui arrivent lorsqu'on voit Drézy, désolé de citer un exemple, mais Drézy dans l'est de la France, qui va permettre sans doute de faire une offre ferroviaire. Là, on n'était pas capable de le faire, parce qu'un TER, c'est lourd, ça coûte cher à faire fonctionner. Là, la technologie nous permet de trouver des solutions qui seront adaptées à des toutes petites lignes que parfois on imaginait fermées ou qui sont peut-être déjà fermées et qu'on va pouvoir rouvrir avec des solutions ferroviaires. Et puis derrière, il ne faut pas non plus être totalement, j'allais dire, que sur le ferré, parce que c'est 28 000 km. Et quand bien même on exploiterait ces 28 000 km, on ne va pas
dans les dessertes très fines du territoire. Et Carole, c'est mon attention sur les solutions routières de massification avec les cars express, etc. Mais là aussi, il faut des moyens publics et on travaille dessus, notamment pour que dans le PLF 2025, on donne aux régions, aux métropoles, aux intercommunalités les moyens financiers leur permettant de créer de l'offre. Et je termine là-dessus, parce que je disais qu'il faut que chacun prenne conscience qu'il faut de la dépense publique pour derrière permettre du gain privé. Cette dépense publique qu'on doit assumer vis-à-vis de nos concitoyens, derrière, ça permet de faire de l'offre adaptée avec des conditions très généreuses en Occitanie, avec le bénéfice, voilà, avec le bénéfice qui est présenté par Carole, et qui sont toujours adaptés. Moi, je ne vais pas m'amuser à dire aux régions ou aux élus locaux ce qu'ils ont à faire en termes de politique tarifaire, mais simplement des solutions qui permettent à nos concitoyens d'avoir une mobilité moins chère. On peut proposer une mobilité moins chère à nos concitoyens dès lors que cette mobilité est collective et pas individuelle. Et donc ça, c'est un fabuleux défi qu'on peut relever ensemble les acteurs qui sont ici, mais qu'on doit relever évidemment avec les communes et les intercommunalités. Merci. Vous pouvez rester encore 5 minutes avec nous. Donc, je vais passer tout de suite la parole à la salle. Ça nous permettra à tous de rebondir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois deux mains qui se tendent. On va vous amener un micro. Je vous demanderai de vous présenter. Voilà, le micro arrive. Si c'est une question minute, il faut en profiter, parce qu'il va bientôt nous quitter. Donc, c'est le moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le ministre, de votre présence. Sylvain Penalva, élu de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon, dans le Vaucluse, commune de 5000 habitants. Nous avons une gare en service qui nous relie à la fois d'un côté à Avignon et sa gare TGV, et de l'autre d'autres communes du Vaucluse, et plus loin, Marseille. Aujourd'hui, on a plusieurs difficultés. La première, et je rebondis sur ce qu'a dit la présidente Carole Delga, sur le fait que pour remplir un train, il y a un certain nombre de leviers. C'est vrai, il y a aussi l'accessibilité. Et nous, la problématique qu'on a aujourd'hui, ce sont des quais qui sont trop bas et qui ne permettent pas un accès au public PMR, au matériel roulant TER. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décourageant pour certains et c'est assez contradictoire avec certains documents pour réduire effectivement les déplacements polluants, la ZFE, etc. Et puis la question que j'avais, et je salue la présence du PDG de la SNCF, concernant le bâti de la SNCF. Nous avons une gare, dont un bâtiment voyageur, qui aujourd'hui est fermé, désaffecté depuis 30 ans, et qui représente une surface de 200 mètres carrés. Et donc aujourd'hui, nous avons depuis 10 ans en renvoi de balle, c'est ce que disait l'animateur en début, entre la région, entre la SNCF, sur le devenir de ce bâtiment. Et malheureusement, cela bloque les perspectives d'évolution de ce secteur pour notre commune, de redynamiser un secteur et de redonner un peu plus d'attractivité à notre commune. Donc voilà, je viens avec quelques questions pour avoir essayé d'avoir quelques éclaircissements sur ce sujet et je vous en remercie. Et votre cas n'est pas du tout isolé, c'est vrai que c'est des témoignages qui reviennent souvent. Monsieur le ministre. Il y a deux sujets qui ont été évoqués. L'accessibilité des gares, c'est vraiment un grand sujet, c'est un vaste sujet, on y travaille beaucoup. On a un programme, il y a en gros deux types de gares, les gares nationales et les gares dites régionales. Les gares nationales, on investit sur fonds propres et progressivement on les rend accessibles. On a fait un gros effort pour les Jeux Olympiques par exemple. On avait un rendez-vous important et qu'au moins toutes les gares qui desservaient les sites olympiques soient accessibles et ça a été le cas. Donc gros programme d'investissement. Avec les régions, on discute. Là aussi, il y a en Occitanie, on fait énormément de choses pour rendre les gares accessibles. Donc il y a un plan de mise d'accessibilité des gares. Donc on travaille là-dessus. On sait qu'il y a 3000 gares, donc effectivement il y a du boulot. On progresse bien. Dans la plupart des régions, on n'est pas très loin de l'objectif. On sait qu'on n'est pas finement à l'heure. On a des engagements ont été pris par rapport aux associations, donc on a aussi la pression des associations. Voilà, donc on bosse là-dessus et on est prêt à regarder après les priorités, à la fois avec la région, qui se pourrait remonter par les maires, et avec Gare et Connexion. Voilà, donc problème pris au sérieux, qui fait l'objet de schémas directeurs dans chacune des régions, et on est prêt à voir avec monsieur comment votre gare se situe par rapport à ce schéma directeur. La seconde question, alors là on tombe effectivement dans la complexité de la SNCF, donc je ne sais pas exactement quel est le projet. Là pour le coup il va falloir passer par le coordonnateur régional pour qu'il vous éclaire. On est à l'écoute. Finalement ça dépend. Est-ce que vous voulez... Ah oui, au revoir monsieur le ministre. Ça dépend quel est votre projet. Est-ce que votre projet c'est de récupérer quasiment le bâtiment? Est-ce que votre si c'est ça en gros? Bon ok. Alors ça c'est pourquoi pas. La patronne des gares est là, donc à la limite elle va noter le nom de votre gare. Elle s'appelle comment votre gare?
Saint-Saturnin-les-Avignon. Bah, écoutez, venant ici, vous avez raison, comme ça, Marlène Dolbeck va regarder ça. Donc, alors, ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère, parce que ça, c'est peut-être la décision la plus brutale. C'est-à-dire céder un bien. Vous savez, c'est des problèmes de mutabilité, on appelle ça des mutabilités. C'est une décision stratégique, parce qu'une fois qu'elle est cédée, elle n'est donc plus à nous. Hein. Voilà, donc, mais après, ici, ça peut se faire. Depuis des années, c'est le cas, vous dites. Exactement, c'est les plus occupés. Si on n'en fait rien, il faut se le dire une bonne fois pour toutes. Est-ce que vraiment, si on n'en fait rien, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne vous la cède pas. Et après, c'est les domaines, etc. Et si on a des projets, dans ce cas, il faut les faire. Voilà, donc je peux m'engager devant vous aujourd'hui à ce que votre dossier soit regardé. Et pour tous les autres, parce que j'ai bien compris qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres, passez par ce fameux coordinateur. Et là, je m'engage, là encore, parce que chacun de vos dossiers soit regardé et qu'on trouve ensemble la meilleure solution pour vos collectivités. On a parfaitement conscience que nos fonciers, au-delà des gares d'ailleurs souvent, nos délaissés, nos cours, sont les rares fonciers qui restent disponibles dans vos communes. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'envie d'aménagement autour de ces fonciers et on est bien conscient qu'on a un rôle à jouer par rapport à ça. Sachez que notre état d'esprit, c'est de vous aider. C'est pas de vous embêter, c'est de vous aider. Donc même si c'est un peu compliqué, c'est pas grave. Il y a des procédures parfois réglementaires, notamment tout ce qui est mutabilité. Il faut en passer par là. J'allais dire en 6 mois, on doit pouvoir arriver à peu près au terme de ces procédures et vous dire qu'est-ce qui est possible de faire. Madame ? Oui, donc Raphaël Lantier, présidente de la communauté de communes du Nogent-et, dans l'Aube, vice-présidente de l'association des maires de l'Aube, je représente notre président François Barouin, donc maire honoraire des maires de France. Et donc je fais partie du Grand Est et la ligne 4 qui dessert Paris, Nogent-sur-Seine, Romilly, Troyes et nous l'espérons Mulhouse, est un exemple en fait de dynamique et de solidarité locale puisque en fait c'était la dernière ligne non électrifiée de France. Cette ligne vers le Grand Est. Et donc, c'est une bataille de très longue haleine. François Barouin, depuis plus de 25 ans, s'est attelé à ce dossier qui a abouti avec une électrification l'été 2022 jusque Nogent-sur-Seine, donc la porte d'entrée du Grand Est. Et comment nous sommes arrivés à électrifier cette ligne, ça peut vous paraître très surprenant, mais c'est la réalité. Donc nous, le mobilité bas carbone, ça n'existait pas pour cette ligne qui desservait Troyes, Mulhouse. Donc, le projet, en fait, c'est concrétisé par l'engagement très fort des collectivités locales, donc le maire de Troyes, François Barouin, ainsi que le président de la région Grand Est, Franck Leroy, la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, parce qu'il fallait électriser aussi jusque Provins, n'est-ce pas? Et donc les communes, puisque donc communes de Nogent-sur-Seine, de Romilly-sur-Seine, de Troyes, ainsi que les intercos, ont conventionné un financement avec la SNCF pour pouvoir engager les travaux d'électrification. Donc l'électrification est arrivée jusqu'à Nogent-sur-Seine dans l'Aube, donc où j'ai ma communauté de communes. Donc pour Troyes, ce sera à l'horizon de 2028. Donc ça existe déjà, le partenariat financier avec l'État, avec la SNCF. Donc de nombreux ministres se sont penchés sur ce dossier, mais la volonté locale des élus, sous la houlette de François Barouin, a permis d'arriver à cette électrification. C'était juste normal, vous me direz, mais sans les élus locaux, nous n'aurions pas de train électrique jusqu'à Nogent-sur-Seine, ni jusqu'à Troyes en 2028, et ça doit se poursuivre. Donc voilà, je voulais témoigner de ce qui s'est passé dans l'Aube, avec le soutien des régions, de deux régions, Grand Est et Île-de-France. Et voilà, il faut pouvoir poursuivre, continuer cette dynamique, et c'est absolument nécessaire. Mais certains risquent de vous dire que ce n'est pas aux collectivités de payer. Et j'imagine que dans les discussions que vous avez eues... Ah, mais depuis 25 ans, oui. 25 ans, et si les élus locaux n'avaient pas cette volonté de faire, et tous les trimestres, nous avons des réunions sur cette convention, parce qu'il y a tout le temps, il y a l'inflation, donc ça veut dire que ce n'est pas figé dans le marbre, donc on doit remettre chaque année par rapport aux travaux. Effectivement, il y a eu le Covid, il y a eu un énorme impact par rapport au financement des travaux et au plan de financement initial, et nous devons chaque année, plusieurs fois dans l'année, repasser des avenants à cette convention à la hausse, d'accord, mais c'est juste normal que nos concitoyens du Grand Est et d'Île-de-France sur cette ligne 4 aient le droit d'avoir un train électrique qui les aide à aller vers Paris ou dans l'autre sens. Et si nous, on n'avait pas pris cette responsabilité-là, elle ne serait peut-être pas encore électrifiée. Donc, Carole Delga voulait réagir.
Oui, alors cet exemple, il est très connu au niveau de la France parce que c'est un exemple remarquable. Il reste quand même encore beaucoup de lignes non électrifiées, mais c'était, on va dire, une grosse transversale qui était non électrifiée, c'est-à-dire il y avait un volume de voyageurs qui étaient concernés, qui était quand même très significatif. Donc là, c'est un engagement des collectivités locales remarquable. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable. Les participations des régions étaient substantielles. Alors après, je n'enlève pas la participation des intercommunalités parce que là, je vois que c'était clairement en dehors des missions classiques des intercos, mais les deux régions ont été très volontaristes en termes de masse budgétaire. Et c'est pour ça que c'est absolument indispensable dans ce moment de loi de finances que les régions aient les moyens d'investir. Parce que nous n'avons pas souhaité pousser des hauts cris en expliquant que c'était inadmissible. Nous avons souhaité porter à la connaissance des sénateurs, des députés et du gouvernement que la baisse qui était envisagée dans le format, il y a de ça 1 mois et demi pour les régions, ça voulait dire qu'elles n'allaient plus pouvoir investir. Elles n'allaient plus pouvoir investir parce que les régions, nos dépenses de fonctionnement contraintes, ce n'est pas du tout comme les départements, nous en avons beaucoup moins. Mais ce que nous faisons quand même à l'échelle de la France, c'est 14 milliards d'investissements. 14 milliards d'investissements et avec les simulations que nous avions, nous tombions à 10 milliards. C'était énorme. C'était énorme de perdre 4 milliards en tout juste 2 ans pour le secteur du BTP, pour le secteur des mobilités décarbonées. C'est pour ça que cette question que quand on a une offre de transport qui est améliorée, qu'il y ait en face une recette affectée du type versement mobilité, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, le versement mobilité ne bénéficie qu'aux métropoles et aux agglomérations. Voilà. Et donc, il y a certaines intercos dans des cas très spécifiques, mais très rares. Bon, voilà. Donc là, c'est cela. Donc l'enjeu de l'électrification est indispensable, mais on a, je veux dire, beaucoup de lignes, enfin Jean-Pierre Farandou le sait bien mieux que moi, qui ne sont non électrifiées. Et c'est pour ça que parfois, l'alternative routière est la seule alternative possible. Parce que vous avez beaucoup entendu parler de l'autoroute qui est en construction entre Toulouse et Castres. Voilà. Toulouse-Castres, en niveau ferroviaire, c'est quoi? C'est une voie unique, c'est-à-dire les trains ne se croisent pas. Hein, voilà. Donc ça veut dire que le train, il part de Toulouse, il doit arriver à Castres, il doit revenir à Toulouse pour en lancer un nouveau. Vous voyez quand même, c'est pas tout à fait, c'est pas toutes les demi-heures. Ça veut dire que c'est toutes les 2 heures. Elle est en voie unique et elle est non électrifiée. Et là, quand vous avez 80 km à doubler et à électrifier, c'est 1 milliard d'euros. Donc c'est inaccessible. Voilà. C'est inaccessible. Voilà. Et en Occitanie, là, on est en train, on va avec Jean-Pierre inaugurer au mois de juin une nouvelle ligne dans les Pyrénées qui avait fermé suite à des inondations qui avaient été très très violentes. Donc on réouvre des lignes, on a rouvert la rive droite du Rhône. Monsieur le maire là, du Vaucluse connaît parce que c'est pas loin d'Avignon. On réouvre des lignes quand c'est possible. Mais par moment, l'électrification et le doublement de la voie, c'est insupportable pour les finances publiques. C'est même pas juste pour les collectivités locales ou pour le SNCF. C'est insupportable. Voilà. Mais là, l'exemple qui a été fait entre les deux régions sur l'Aube est un exemple qui doit vraiment inspirer parce que dans des cas particuliers, oui, c'est possible et il faut que les intercos, les communes, les régions puissent investir aux côtés de la SNCF et que la solidarité nationale puisse jouer aussi. C'est important de le rappeler. Donc pas uniquement au niveau d'un cas très particulier d'électrification, mais également, parce que c'est des demandes qui commencent à être faites, sur des rénovations d'infrastructures. On disait il y a beaucoup de besoins. Ah oui. Pour vous, ça devrait être ce schéma-là des différentes collectivités, des différentes intercos qui conventionnent et qui participent financièrement. Avec le PDG de la SNCF, nous partageons, tous les présidents de région, la même volonté d'investir 100 milliards d'euros. Alors c'était sur un délai différent de celui porté par Elisabeth Borne, puisqu'elle c'était sur 17 ans, nous c'était sur 10 ans. Le réseau ferré français a besoin d'un investissement massif. Il a besoin d'un investissement massif de renouvellement. Il a besoin de modernisation sur la signalisation.
Parce que comment vous voulez avoir plus de trains au moment des heures de pointe, bon ça Jean-Pierre l'expliquerait de façon technique bien plus compétente que moi, il faut avoir un gros investissement dans la signalisation, dans la fluidité de l'information et dans le fait qu'on arrive à faire en sorte que dans un sillon qui ne s'élargit pas, eh bien, on ait un maximum de trains. Et cela, c'est absolument indispensable. On doit investir aussi dans le matériel roulant. Donc, alors c'est vrai que le matériel roulant, il y a le gros matériel roulant capacitaire, donc Régiolis, Régio 2N pour faire court, Alstom, quoi, voilà. Et ensuite, il y a le Drési, par exemple, où là, on est sur un emport capacitaire, enfin le nombre de voyageurs est beaucoup plus faible, mais il peut correspondre dans des lignes fines d'aménagement du territoire. Et c'est vrai qu'il faut avoir une diversité de propositions. Et puis, il y a la question des trains qui sont bimodes, des trains aussi qui sont à hydrogène. Et là aussi, il faut pousser la recherche et l'innovation parce qu'on a besoin de décarboner encore nos mobilités, y compris dans le ferroviaire. Et là, c'est pour ça qu'au niveau des présidents de région, nous défendons un Airbus du ferroviaire. Il faut que nous ayons une filière industrielle du ferroviaire à l'échelle de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, vous avez les Chinois qui sont en train de prendre des marchés. C'est le groupe CRRC et qui est en train de candidater sur des types LGV, par exemple aux États-Unis, en Californie, ils ont ce projet-là sur tout l'aspect côtier. Et donc, on doit avoir un Airbus du ferroviaire. Il faut que Alstom, Siemens et le groupe CAF espagnol, qui est le petit dernier, entre guillemets, ils doivent travailler ensemble. Parce que la compétition, et c'est ce que je porte au niveau de la Commission européenne en tant que présidente de la région de France, la compétition, elle n'est pas entre industriels européens, elle est à l'échelle mondiale. Et nos compétiteurs, ils sont en Chine. Et si nous n'avons pas un Airbus du ferroviaire, ça veut dire que le savoir-faire technologique, ça veut dire que la valeur ajoutée, ça veut dire que la création d'emplois, elle ne se fera pas en Europe, et en particulier en France, parce qu'on a un vrai savoir-faire, mais elle se fera en Asie. Et ça, il faut retrouver une souveraineté industrielle, parce que nous avons besoin d'avoir du travail. Voilà. Moi, je crois à cette France du travail, et c'est pour ça que nous devons être dans l'excellence. Le groupe SNCF, au Sénégal, il a fait entre l'aéroport et Dakar, une ligne qui est niveau de modernisation. J'ai été avec le ministre des Transports sénégalais, il y a de ça maintenant 1 an et demi. Je lui disais, mais moi, je rêverais en Occitanie d'avoir ce niveau de contrôle, pour faire court, contrôle centralisé, on va dire un peu. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut, et ça, c'est le savoir-faire français. C'est ta filiale au Sénégal qui fait cela. Donc, il faut investir massivement, il faut avoir les moyens, et il faut faire ce travail en liaison avec les entreprises. Ça sera ma conclusion, parce que les salariés, ce sont des usagers, et il faut correspondre aussi aux besoins des entreprises et à la demande des chefs d'entreprise d'offrir des mobilités décarbonées grâce au versement mobilité à leurs salariés. Merci beaucoup à vous deux. Il va falloir qu'on arrête là la première séquence. Merci Jean-Pierre Farandou, merci Carole Delga. Donc, deuxième séquence intitulée « Face à l'urgence ferroviaire, les élus témoignent, des solutions émergent ». Des solutions, on voit que c'est des fois un peu compliqué. J'aurais plutôt envie de la réintituler « Les élus se battent » et avec des résultats qu'on attend encore. Donc, nos 3 intervenants, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, dans le Jura, Corinne Olivier, maire de Vierzon, dans le Cher, David Marty, maire du Creusot, Saône-et-Loire, et également président de la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Donc, vos 3 témoignages sont très complémentaires, parce qu'effectivement, on va parler du ferroviaire un peu sous toutes ses facettes. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Alors, le panorama n'est pas exhaustif, mais il montre un peu des cas de figure différents. Donc, Jean-Louis Millet, je vais vous donner tout de suite la parole. Vous avez un micro devant. Là, vous allez nous parler d'une ligne assez historique dans votre région qui s'appelle les Hirondelles, qui a un statut de TER, 120 km entre Dole et Saint-Claude, et effectivement des besoins de rénovation
important depuis un certain nombre d'années et le dossier n'avance pas beaucoup, si j'ai bien compris. Et donc, se battre pour que cette ligne puisse survivre et qu'il y ait ces rénovations. Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais deux préalables d'abord par rapport au réseau ferré secondaire. Tout d'abord, il faudrait qu'on ait une approche différente sur les lignes qui sont sur des zones totalement plates, de régions plates, et par rapport également pour les zones montagneuses. On sait que les zones montagneuses, c'est beaucoup plus compliqué et ça coûte plus cher, et on ne peut pas avoir le même raisonnement dans les deux cas de figure. Par ailleurs, et sur la fréquentation aussi. Et sur la fréquentation, la fréquentation, c'est aussi autre chose parce que on fréquente moins quand on s'arrête plus dans les petites gares. Il est difficile de monter dans un train en marche. Et là, l'arrêt dans les petites gares... C'est pas recommandé. Hein, oui, nous sommes bien d'accord, mais à part dans les films avec Jean-Paul Belmondo, on ne voit pas quelqu'un monter dans un train qui roule. Alors, ça, c'est aussi un point. Et puis aussi l'autre point, eh bien, on a quand même l'entretien des voies, c'est quelque chose qui appartient d'abord à l'État. Et le désengagement de l'État depuis de nombreuses années fait que les régions ont pallié le manque et que les régions mettent la main à la poche, même beaucoup plus que l'État, puisque dans les contrats de plan et régions, moi je vois sur région Franche-Comté, puis Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, le contrat de plan, il est déséquilibré au détriment de la région qui paye la plus grosse part régulièrement. Alors, moi je ne jette pas du tout la pierre aux régions quand elles peuvent être réticentes, parce qu'au départ, ce n'est pas leur rôle à elles. Alors, on a eu un manque par rapport à ça, et on se retrouve aujourd'hui avec, eh bien, on a constaté la fermeture d'abord d'une portion, d'une section entre Saint-Claude et Oyonnax qui fait 32 km, et là, qui a décidé de la fermer? Eh bien, c'est le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes, directeur SNCF, qui a dit, eh bien, voilà, je ferme parce que la voie est en mauvais état. Alors que c'est à eux, justement, de faire les travaux d'entretien de la voie. Alors, on se prévaut dans ces décisions de ses propres turpitudes du passé, ce qui est quand même un peu fort. Alors, donc cette voie, elle a été fermée en 2018. On nous a fermé notre guichet de gare par la même occasion. Il y a 32 millions à mettre. 32 millions, ça correspond à 40 ans de retard d'entretien, d'investissement. Parce que c'est une voie non électrifiée. C'est 25 000 € par an d'entretien par kilomètre, 25 000 €, faites le calcul, c'est 40 ans de retard, qui ensuite incombe aux régions. Alors, on a le prolongement de cette route vers le nord maintenant. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ah là là, mais vous n'êtes plus qu'une antenne, du réseau qui est plus au nord de la région, parce que vous reliez, c'est un cul-de-sac. On n'arrive pas plus loin que chez vous, et après on fait demi-tour. Alors, comme nous ne sommes plus qu'une antenne, mais évidemment, on compte un peu pour du beurre maintenant. Et il y a, je comprends que, alors cette ligne aussi, c'est un patrimoine historique. Elle a été construite en 1865. La construction a duré 47 ans. Elle a 114 ans de durée de vie au jour d'aujourd'hui. C'est normal que ça vieillisse, mais on se retrouve quand même avec une voie qui est construite entièrement sur le rocher. Donc le sol est stable, mais la voie, effectivement, nécessite quand même de gros travaux. Et pour avoir interrogé les ingénieurs qui ont travaillé dans les tunnels et sur les viaducs, parce qu'il y a quand même... je ne pense pas qu'il y ait une voie aussi unique en France au niveau patrimonial, ce que ça représente comme travail. Elle a 18 viaducs et 36 tunnels, et des tunnels parfois de plus de 2 km. Donc c'est absolument énorme. C'est un trésor, c'est un bijou. On ne peut pas laisser ça tomber, c'est pas possible. Alors les régions, juste pour terminer, pour poursuivre là-dessus, les régions se sont retrouvées avec le bébé. Et aujourd'hui, il y a tellement de travaux à faire qu'elles lèvent les bras au ciel en disant on ne peut plus, quoi. Voilà. Alors, cette voie a été classée en catégorie 3 après le rapport Philizot, c'est-à-dire que dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a que 2 voies qui sont en catégorie 3 où on a mis la charge à 100% sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Les autres appartiennent toujours au contrat de plan État-région, comme nous l'étions nous-mêmes. Il y a une voie de 17 km entre Autun et Étang-sur-Arroux, et la nôtre qui fait 120 km et qui se retrouve aujourd'hui. Alors moi, ce que je regrette, c'est que la région ne soit pas battue pour dire non, catégorie 3, on n'en veut pas. L'État doit mettre la main à la poche, mais aujourd'hui, eh bien, finalement, je comprends la réticence de la région, mais il y a des solutions, et si tout le monde veut
veut bien contribuer au financement, eh bien, il faut que finance l'État, il faut que la SNCF s'y mette et la région, et pense qu'à tous. Il y a quasiment 100 millions de travaux sur la partie qui est à rénover. Il faut rouvrir le lien avec la région Rhône-Alpes, sinon ça n'a pas de sens. Et cet argent, eh bien, si un cofinancement et tout le monde a la volonté de se mettre autour de la table pour avancer, on peut y arriver. On ne demande pas à ce qu'on mette 100 millions sur la table demain matin, mais une programmation sur 8-10 ans peut se faire et copartager en termes de financement, eh bien, ça va être quand même une charge qui restera accessible à tous. Situation un peu bloquée pour l'instant, mais avec l'espoir qu'avec une programmation pluriannuelle, ça puisse voir le jour. Dernière chose, vous me disiez, effectivement, le train n'est pas bondé tous les jours, mais qu'il a un rôle important par rapport à la population étudiante. Vous me disiez en fin de semaine, c'était des trains très très empruntés par les étudiants. Donc on voit une de ces vocations aussi importantes par rapport à cette population, surtout dans l'idée si jamais cette ligne n'existait plus. Les étudiants sont une clientèle captive, ils n'ont pas tous de voiture, ils n'ont pas tous le permis. S'il n'y a pas le train, certains seront carrément obligés d'abandonner leurs études parce qu'ils doivent se rendre depuis le Haut-Jura à Besançon ou à Lyon ou à Dijon, et ça serait un vrai problème. Cette voie elle a également un gros impact touristique. Il y a des transports 2 fois par semaine qui amènent des touristes et les trains sont pleins. Alors bien sûr on dit qu'il faut augmenter la fréquentation habituelle, routinière et journalière. Bien sûr, on n'a pas de bagage magique pour ça, mais il faut quand même aussi savoir, on sait très bien qu'une voie ferrée, c'est pas rentable et ça ne le sera jamais, sauf sur les grands axes. On a une ligne qui a été rénovée totalement, la ligne des horlogers qui emmène les frontaliers en Suisse, et là c'est plein effectivement tous les jours. La région a mis les moyens, 50 millions 2 ans de suite pour cette ligne, et moi j'applaudis. Maintenant, bien sûr que la nôtre, elle n'a pas la prétention de faire le plein à chaque voyage, mais je pense qu'il faut sauver cette ligne. Il y a moyen de le faire, c'est une question de volonté. Je dis, moi, j'ai une vocation d'aménagement du territoire aussi. C'est de l'aménagement du territoire. On ne peut pas raisonner uniquement en termes de rentabilité, sinon il faut fermer toutes nos piscines et toutes nos salles de sport. D'accord. Merci pour votre... Et nos hôpitaux. Hôpitaux. On va s'arrêter là. Non, parce que l'approche, non, il y a trop la fausseté du raisonnement, c'est qu'on a une approche comptable sur le sujet, alors que nous avons une approche aménagement du territoire et service public. Bien sûr. Corinne, Olivier, contexte différent, mais bon, il y a des mots que vous pourriez employer de la même façon. Donc, vous, Vierzon, c'est cette fameuse ligne POLT. Alors, statut de TET, train d'équilibre du territoire, si je ne dis pas de bêtises, donc entre Paris et Toulouse. Donc, ça, c'est des travaux très, très importants depuis des années qui prennent du retard. Sur une ville comme la vôtre, ça veut dire des retards de train, voire des annulations de train. Et tout ça, bon, cumulé depuis déjà plusieurs années, disons. Et soyons réalistes, ça ne va pas s'arrêter dans les prochains mois, disons. Donc, oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, j'interviens en tant que maire de Vierzon, mais aussi en tant qu'ancienne cheminote. Je regrette que notamment le président Farandou soit parti. Voilà, j'ai fait ma carrière à la SNCF, 35 ans, donc c'est aussi une entreprise que je connais bien et auquel je continue d'être très attaché, parce que je reste persuadé que le ferroviaire, c'est quand même le mode de déplacement de l'avenir, c'est le mode de déplacement le plus vertueux. Et donc après, il y a les paroles, mais il y a aussi les actes. Donc effectivement, Vierzon est situé, alors c'est le cœur de la France, donc on est à 1h40 de Paris, quand tout va bien par le train. Donc c'est la jonction de la radiale Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et également de la transversale Nantes-Lyon. Donc cette fameuse radiale, donc, qui est train d'équilibre du territoire, qui a été délaissée par les politiques successives des gouvernements quand il y a eu le tout TGV. Donc on fait partie des lignes comme C'est l'État. Voilà, qui est responsable. Voilà, c'est ça, c'est l'État qui est responsable de cette radiale, comme Paris-Clermont, c'est exactement la même problématique. Donc effectivement, rien ne s'est fait pendant de nombreuses années. Donc maintenant, depuis à peu près 2016, on a des travaux successifs parce qu'il faut qu'il y ait une régénération de cette ligne qui paraissait incontournable. Mais malgré tout, ça a un impact très important au quotidien pour les usagers.
Donc depuis 2016, ce sont des gros travaux pendant des week-ends qu'on appelle les week-ends coup de poing. Donc par exemple les week-ends de l'Ascension où il n'y a plus aucun train qui circule pendant 4 jours. Certains autres week-ends. Donc on a des travaux depuis 2016. Là, on nous annonce à nouveau une période de travaux d'avril 2025 à janvier 2026, pendant 6 mois, où la ligne sera fermée de 9h30 à 17h. Donc, c'est un impact. On a beaucoup d'usagers qui vont travailler à Paris, parce qu'on est à 1h40, quoi. Donc, gros impact sur les usagers. On sait pertinemment qu'en fin de soirée aussi, quand on rend les travaux, il y a souvent des rendus tardifs de travaux, donc des retards et donc des impacts pour la vie perso. Donc voilà, c'est vrai que depuis 2016, on dit maintenant il va falloir peut-être un petit peu accélérer, d'où j'aurais bien aimé interpeller sur le plan Borne qui avait été effectivement annoncé avec quand même certaines sommes pour ces travaux. Et puis aussi, on a des annonces sur du nouveau matériel qui devait arriver 2025, les fameuses rames oxygène qui devaient notamment permettre de gagner du temps sur cette ligne Toulouse, Limoges, Orléans, Paris. Donc maintenant, ces rames devraient nous arriver peut-être au premier trimestre 2027. Donc voilà, tout est reporté. Maintenant, on dit stop, quoi. Il faut activer tout ça. Il y a une association qui s'est constituée. Voilà, c'est Urgence POLT. Donc il y a eu plusieurs initiatives conjointes sur toute la ligne avec des manifestations dans toutes les gares à des moments bien déterminés. Parce que ce n'est plus possible pour les usagers, quoi. Et comme disait mon voisin, ce sont aussi des choix. Est-ce qu'on veut un vrai service public prépondérant ou pas? Enfin voilà, est-ce qu'on nous donne les moyens de faire ou pas? Donc nous, Vierzon, je vous dis, on est à 1h40 de Paris. On a des quand tout va bien, comme vous disiez. Quand tout va bien. Ce matin, j'ai pris le train. Voilà, j'avais un quart d'heure à l'arrivée. On va me dire un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Sauf que quand c'est tous les jours dans un sens et dans l'autre, à la fin de la journée, ça pèse. Notamment en plus, les prix des abonnements, ils sont toujours les mêmes. Il n'y a pas non plus d'allègement des tarifs. Donc voilà, moi je dis maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités, et je le dis bien, c'est un train d'équilibre du territoire, donc voilà, l'État doit prendre ses responsabilités. Et là où je rejoignais Madame Delga, il faut aussi qu'il y ait des horaires qui soient adaptés aux besoins de la population. Nous, précédemment, on avait un train qui nous permettait d'arriver à 7h30 à Paris, c'était l'idéal. Maintenant, au départ de Vierzon, on ne peut pas arriver à Paris avant 8h du matin. Et pareil dans l'autre sens. Alors même qu'on a des trains de nuit, le peu de trains de nuit qui restent aussi, parce que là aussi, ce sont des choix politiques qu'il faudrait peut-être revoir. On a des trains qui passent à Vierzon, mais qui ne s'arrêtent plus. Donc voilà, avant on avait un train qui s'arrêtait à 5h30 à Vierzon, qui nous permettait d'être à 7h à Paris, et ça c'est plus possible. Donc c'est vraiment des choix politiques, mais c'est des choix de service public en général. Dernière question, on a évoqué des fois ce problème d'interlocuteur, de savoir à quelle porte frapper. Donc bon, on a trouvé un coordinateur dans les régions, si j'ai bien compris tout à l'heure, ce que nous disait le président de la SNCF. Vous disiez que depuis des années, vous souffrez de ça aussi. Tous les interlocuteurs, chacun se renvoie la balle, de dire c'est pas moi. Oui, alors c'est tout à fait ça. Même moi, en tant qu'ancienne cheminote, maintenant je m'y perds entre SNCF Gare et Connexion, SNCF Immobilier, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, etc. Petite anecdote, on a des projets de travaux sur la gare de Vierzon, notamment d'une plateforme multimodale. Il y a une ancienne halle qui appartenait avant au Cernam dans les années, il y a longtemps, on va dire. Quand on a demandé à qui appartient cette halle, personne au niveau de la SNCF. Alors tout le monde se renvoyait la balle. Ah non, c'est pas SNCF Connexion. Ah non, c'est pas SNCF Immobilier. Donc voilà, après au bout d'un moment, c'est aussi, voilà, quand avant il y avait quand même une SNCF, une entité propre et indivisible.
Maintenant, avec la multiplication des entités, et c'est quand même, il faut rappeler, hein, c'est 5 sociétés anonymes, hein, quand même, on ne fonctionne plus pareil. Et pour trouver les bons interlocuteurs, ça devient vraiment le parcours du combattant. Merci beaucoup. Troisième exemple avec David Marty, maire du Creusot. Là, on pourrait se dire, le Creusot desserte TGV, donc tout va bien. C'est pas si simple que ça. Parce qu'effectivement, vous me disiez des arrêts TGV, certains supprimés, et des problèmes aussi côté TER qui sont en desserte insuffisants par rapport à vos besoins, notamment vis-à-vis d'une population étudiante. Oui, c'est vrai que, bonjour à toutes et à tous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même contexte qu'on peut avoir à Vierzon ou à Saint-Claude, ou dans les exemples qui ont été dits tout à l'heure, mais les enjeux restent les mêmes en fait. On a les mêmes enjeux. C'est-à-dire, oui, le Creusot, territoire communautaire, Creusot-Monceau, on est sur la ligne Paris-Lyon, Marseille, donc 1h15, 1h20 de Paris, 40 minutes de Lyon, c'est très bien. Sauf que petit à petit, oui, il y a des arrêts qui ont été supprimés. Et donc, ça pèse sur le monde économique. On est sur un territoire très industriel, qui fait de l'industrie maintenant depuis très très longtemps, qui a su se réindustrialiser depuis près de 40 ans, qui connaît un dynamisme industriel aujourd'hui extrêmement important. Et tout ça peut être mis à mal parce que petit à petit, on va supprimer des dessertes TGV. Le TGV a été fondamental dans la réindustrialisation, fondamental. Et là, on est en train de remettre en question ça, simplement sur des questions de rentabilité, et là-dessus je reprends ce que mes collègues disaient tout à l'heure, on n'est plus sur de l'aménagement du territoire, on est sur de la rentabilité. Et là, on tombe sur les problèmes de mise en concurrence. Alors, je regrette également que qui risque d'aggraver la situation. Qui l'aggrave déjà. Je regrette aussi que le président de la SNCF soit parti et le ministre des Transports aussi, mais j'irai les rencontrer comme je l'ai fait avec les prédécesseurs. Ça a déjà des impacts. Quand vous avez aujourd'hui les sillons qui ont été donnés à Trenitalia ou à Renfe, eh bien, les trains ne s'arrêtent plus au Creusot pour une question de rentabilité. Donc, on a perdu des arrêts parce qu'on a ouvert à la concurrence et que cette concurrence n'est pas tenue. Bon, après tout, la concurrence, pourquoi pas, mais la concurrence n'est pas tenue de s'arrêter. On est sur une gare de plus de 800 000 voyageurs quand même, avec, encore une fois, un tissu industriel important. On va remettre en question la dynamique. Ce que je me tue à expliquer aux ministres que j'ai rencontrés, les différents ministres. On veut que la France soit un pays d'industrie à nouveau. On a des territoires, on n'est pas le seul, qui créent des emplois industriels, durables, de qualité. Injecter des millions pour les investissements, c'est très bien dans les entreprises, c'est très très bien. Mais si on ne donne pas la capacité au territoire de pouvoir créer les conditions de fixer les populations qui viennent travailler, et le ferroviaire en est une, de conditions, eh bien on n'y arrivera pas. Et donc on va être en situation d'échec automatiquement. C'est pareil, si je peux prolonger, sur, vous l'avez évoqué, tout ce qui est TER. C'est vrai qu'on est territoire étudiant, campus universitaire, on a une ligne TER qui est très bien, hein, qui vient de Nevers à Dijon, qui a été aussi rénové en grande partie, donc c'est très bien également. Sauf qu'on manque de rames, les trains sont bondés, comme les TGV d'ailleurs. On manque de rames également. Et là, on peut être en difficulté sur un territoire universitaire, notamment, mais pas que, parce que vous avez des médecins qui viennent. On a un hôpital, on a des médecins qui viennent de Dijon. On a des médecins qui viennent d'ailleurs également, aussi en TGV. Donc ça peut remettre en question le service public. Le maire de Saint-Claude parlait des hôpitaux, notamment. Eh bien, nous aussi, à un moment donné, on peut être en difficulté à cause de ça. Et le troisième élément qui me paraît... Les régions, l'interlocuteur, oui, sur les TER. Oui. Et justement, les échanges... la région est là, donc on a des échanges. Je ne dis pas que la région fait rien. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Donc on s'explique avec la région, on a des échanges, des choses ont été faites, hein, je le dis. Mais après, ce n'est pas suffisant. Il faut agir vite, parce que sinon, nous allons être en grande difficulté. Un sujet qui concerne la région et l'État, Michel Neugnot le sait, le vice-président en charge des transports,
c'est l'interconnexion TGV-TER. Là aussi, pour les recrutements, c'est fondamental. On a 2 entreprises qui sont venues s'implanter récemment sur le secteur, une qui concerne le nucléaire, une qui concerne une manufacture de luxe. Dans les échanges que j'ai pu avoir avec les chefs d'entreprise, dès le départ, dans les premiers contacts, pour savoir où ils allaient s'installer, la question de l'interconnexion est arrivée. Est-ce que vous êtes interconnecté TGV-TER? Non, malheureusement. Pas encore, on l'espère, on se bat pour ça, mais pas encore. Pourquoi? Parce que les entreprises qui aujourd'hui recrutent, et les directeurs, les DRH le savent très bien, les populations, les trentenaires, quarantenaires, eh bien, ils souhaitent se déplacer sans voiture. Et donc, si on ne leur donne pas les conditions de se déplacer sans voiture, ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Carole Delga, là aussi, on va mettre en difficulté les entreprises parce qu'elles ne pourront pas recruter. Donc, il faut absolument travailler les mobilités et l'interconnexion. Pour une gare TGV qui a plus de 800 000 voyageurs et des gares TER, ça paraît évident. Je ne dis pas que c'est simple, ça coûte énormément d'argent, ça se prépare dans le temps, mais je crois que c'est fondamental. Merci pour vos 3 témoignages. Avant de donner la parole à la salle, peut-être une réaction des 2 coprésidents, à qui je n'ai pas donné beaucoup la parole depuis le début. Peut-être rapidement, parce que le temps tourne et que nous avons peut-être encore d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, mais je souhaiterais que ce soit aussi des élus des territoires qui puissent s'exprimer, des communes concernées, parce que je sais qu'il y a aussi des dialogues avec les régions, mais on pourra peut-être prolonger un peu plus après. Peut-être dire 2 choses dans tout cela. On a entendu beaucoup la notion de service public et on voit bien que la question du transport d'aménagement du territoire et que cette question du transport ferroviaire, elle est essentielle dans ce rôle-là. Bien sûr, elle doit répondre d'abord à un besoin qui peut parfois être très important. On a parlé de lignes surchargées, de rames bondées, mais elle peut aussi répondre sur des besoins beaucoup moins importants en volume, mais pour autant très nécessaires parce que ce sont des enjeux de liaison, de vitalité, de nombreux secteurs d'activité et du quotidien. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu un sous-investissement chronique sur le réseau ferroviaire depuis des décennies. Ça a été esquissé. Nous avons des chiffres sur cette question. Le président de la SNCF le dit régulièrement. Il manque 1 milliard d'euros par an pour atteindre le niveau d'entretien nécessaire pour faire fonctionner le réseau, c'est-à-dire remettre à niveau le réseau existant, 1 milliard d'euros en plus que ce qui est déjà mis, qui représente déjà plusieurs milliards. Pour être très clair, je crois qu'on est un peu plus de 4 milliards au total, il faudrait, et nous n'y sommes pas en budget annuel, de la part à la fois de l'État et des opérateurs qui alimentent, comme SNCF Réseau notamment. Donc le problème, il est là. C'est que nous avons un réseau qui est très dégradé et qui pousse cette situation que décrivait le maire de Saint-Claude, que décrivait Madame la maire de Vierzon également, et sur lesquels il nous faut rattraper le retard. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un investissement, le ministre l'a dit, un investissement public, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour entretenir cette partie-là de réseau. Et quand on regarde le dossier dans son intégralité, il nous faudra, si nous arrivons à ce niveau de budgétisation annuelle, près de 20 ans pour rattraper le retard que nous avons accumulé sur l'ensemble du réseau ferroviaire français. Donc l'enjeu, il est là. C'est une question effectivement de priorisation. Alors après, il faut dire clairement les choses. Nous ne pourrons pas prioriser tous les secteurs des politiques publiques parce qu'elles sont toutes importantes. Il y a des enjeux sur la santé, il y a des enjeux sur l'économie, il y a des enjeux sur l'éducation, sur la culture. Et donc dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça va être ça, le choix très difficile qu'il va falloir faire à la fois pour l'État, pour les collectivités, c'est où mettons-nous la priorité. Si les transports en est une, alors il va falloir dégager des moyens. Et on peut raconter l'histoire dans tous les sens. Tant qu'on ne tranchera pas cette question-là, nous n'y arriverons pas. Et puis derrière, il faudra assurer des niveaux de service. C'est ce qui a été dit sur les horaires, sur l'offre, sur la qualité des trains, et qui demandera là encore des budgets supplémentaires qui vont reposer essentiellement sur les collectivités locales. Et il faut que vraiment l'effort soit partagé. C'est pour ça que ce fait de dire que c'est un enjeu partagé sur notre table ronde est évidemment la clé de la solution. Il ne faut pas opposer les collectivités entre elles, l'État entre les collectivités, il faut que chacun y prenne sa part. Moi, je retiens de notre échange qu'il y a des volontés dans les discours des uns et des autres de contribuer en ce sens. Je n'ai pas entendu d'opposition frontale et je trouve que c'est positif. Mais maintenant, il va falloir que chacun prenne sa part de responsabilité, l'assume, et ce sera évidemment des enjeux budgétaires considérables. Et donc nous sommes aujourd'hui à l'heure des choix. Nous ne pouvons pas que les subir, nous devrons les accompagner à notre niveau, mais il faudra que clairement ils soient posés, et notamment évidemment au plus haut niveau, à commencer par des choix nationaux de la part de l'État et du gouvernement et du Parlement qui devront se prononcer sur ces questions. Oui, je voulais ajouter un mot. Bien sûr, je partage pleinement ce que vient de dire notre coprésident. Moi, j'ai une inquiétude pour la SNCF et nous en avons parlé avec le président lors de la réunion préparatoire.
je fais un peu le parallèle entre la SNCF et la Poste. On a privatisé un certain nombre de lignes aujourd'hui qui sont appelées à la concurrence, et malgré tout, nous maintenons pour la SNCF l'obligation du service public de desservir un certain nombre de gares. Et où mettons la concurrence aujourd'hui sur les lignes qui sont positivement rentables? Et c'est ça le danger, c'est que finalement on prive de recettes la SNCF par ce jeu de la concurrence, d'un côté, mais on lui laisse de l'autre côté la notion de service public. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, il faut voir où sont les priorités de service public et les accompagner. S'il y a ouverture à la concurrence qui va retirer des moyens, et c'est exactement ce que notre collègue disait à l'instant sur le Creusot, c'est qu'il y a une ouverture, donc, je crois, à la Renfe et puis également à une autre... les Italiens également, qui fait que sur cette ligne qui était rentable, eh bien, on prive la SNCF de recettes et on l'oblige malgré tout à assurer une dimension de service public par ailleurs. C'est le parallèle avec la Poste. Comment ça s'est terminé? Ça se termine avec des agences postales communales, si on fait le parallèle, avec l'État qui généreusement nous accorde 10 à 12 000 euros, alors que dans nos agences communales, nous installons des salariés qui coûtent entre 25 et 30 000 euros chargés par an. On est en train de prendre un chemin qui, à mon sens, n'est pas le bon. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup pour que les collectivités locales, en particulier les communes, les intercommunalités, nous qui sommes au contact direct des habitants, qui connaissons les besoins, nous soyons étroitement associés à toutes ces questions. Quand je vois la question des SERM et la loi sur les SERM, les communes sont consultées. Et sont consultés. Or, nous, que faisons-nous au sein de la commission? Et on a travaillé beaucoup sur cette question. On a dit oui, il y a un point de départ, effectivement, c'est un point SNCF, mais c'est tout le rabattement qui va sur les territoires peu denses, où il faut que les habitants puissent venir sur ces points. Et là, qui connaît véritablement bien ces questions? Ce sont les maires, ce sont les présidents d'intercommunalités. C'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait une association et nous allons à 17h30 prolonger cette réunion en rencontrant Monsieur le ministre des Transports qui nous reçoit à 17h30 au ministère. Si vous avez des questions que vous souhaitez vous poser, nous sommes là et nous pouvons relayer ces questions, les poser. C'est important au sein de notre commission que les élus nous apportent leur témoignage. N'hésitez pas. Je n'oublie pas le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais je vais prendre la question avant de monsieur. Oui, vous avez un micro. Et je rebondis sur ce que disait Frédéric Cuillerier à l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils seront relayés dans pas longtemps, dans 2 heures. Bonjour à tous. Moi, je voulais faire effectivement un témoignage. Damien Barré, maire de Saint-Benoît-du-Sault, dans le sud de l'Indre, donc sur la ligne Polt, comme ma collègue de Vierzon, qui dépend d'une petite gare à Argenton-sur-Creuse. Je serais un petit peu moins optimiste sur le dialogue. Dans notre région, on a une gare rurale, mais qui a atteint quand même 200 000 voyageurs l'an passé. On a eu un comité de défense qui a été monté par les usagers en 2019, qui a ensuite été rejoint par les élus et j'en fais partie. Un certain nombre de personnes qui ont été engagées dans ce comité sont devenues élues par la suite dans leur collectivité. Et on a eu un dialogue très très dur et à la fois avec la SNCF et à la fois avec la DGITM sur cette question notamment et de la ligne et de la desserte, c'est-à-dire qu'on a aussi des trains qui passent et qui ne s'arrêtent pas. Donc, et avec un vrai, je suis désolé de le dire, un vrai mépris des élus, et nous n'avons eu de vrai dialogue, hélas, qu'au moment d'actions de coup de force, c'est-à-dire on a stoppé des trains complètement, qui étaient assez médiatiques et puis qui ennuyaient beaucoup la SNCF pour les retards. Et c'est la discussion qu'on a au sein d'Urgence Polt avec un vrai débat où on se rend compte qu'effectivement les méthodes traditionnelles, quelquefois de dialogue courtois, de discussion,
n'avance pas. Et comme on le voit avec d'autres services et d'autres services publics, il n'y a que quand on est sur du médiatique et sur du rapport de force qu'on a cette discussion. Ça, c'est très pénalisant en tant qu'élu, parce qu'après, quand dans nos communes, on a des habitants qui sont véhéments, on a du mal à dire autrement, on a du mal à dire que le dialogue courtois fonctionne, puisque nous-mêmes, ça n'est pas notre vécu et notre quotidien. Je veux quand même insister sur le positif. Ça a réussi à mobiliser tous les élus de la région et à les mettre vraiment en harmonie, ce qui n'était pas simple, à sensibiliser les habitants. Je vais revenir sur ce qu'a dit monsieur le maire de Saint-Claude. Il y a les étudiants avec la double peine, c'est-à-dire il y a ceux qui arrêtent leurs études, mais il y a ceux aussi qui s'en vont complètement. C'est-à-dire que des gens qui veulent faire des études, qui diraient je peux rester chez mes parents et aller en train faire mes études, là se disent puisque je ne peux pas aller en train, je vais aller à Paris, je vais aller à Lyon, je vais carrément couper de ma région, puisque de toute façon j'ai cette contrainte d'accessibilité. On a beaucoup insisté aussi auprès des élus sur le fait que le train, ça n'est pas que les usagers qu'on imagine. Donc c'est des gens qui viennent pour le travail, qui viennent s'installer en télétravail. C'est des gens qui viennent pour le tourisme, on l'a dit. C'est des gens qui vont pour la santé. Nous, on a de plus en plus de personnes âgées qui, comme on n'a pas d'accès à la santé, prennent le train, vont à Paris se faire soigner. C'est aussi les familles, parce que quand on a les opérations de coup de poing sur les jours fériés, sur les week-ends de 3 jours, moi je vois très souvent des gens qui disent le fils, la fille, le petit-fils devait venir, mais en fait c'est trop compliqué, ça devient trop difficile. Je veux voir quand même le positif, c'est qu'avec la mobilisation on a réussi à avoir des résultats, on est très inquiet effectivement sur l'avenir, et on a vu une hausse de fréquentation à la gare qui, à mon avis, est aussi le reflet de cette mobilisation. C'est-à-dire qu'on a mis le point, on a mis le flash, on va dire, sur la gare, et ça a sensibilisé des gens sur cet accès. On est néanmoins très vigilant aussi sur ce qui a été dit par le collègue du Creusot sur les derniers kilomètres. Et je termine. Ouais. Là, on a un dialogue avec la région qui est aussi très compliqué, c'est-à-dire qu'on est une gare rurale. On est content d'avoir une gare, on est content d'avoir un arrêt, mais il y a aussi la question des derniers kilomètres. Or, on a des bus, typiquement, mais les horaires des bus et les horaires des trains, y compris des trains régionaux, ce qui est quand même assez ahurissant puisque c'est le même décideur, ne collent absolument pas. Donc on a des cars qui partent 10 minutes avant que le train arrive ou inversement qui arrivent 15 minutes trop tard. Et ça, c'est très difficile. On sent dans ce dialogue-là, et là c'est le côté rural, qu'effectivement comme on est petit, on est loin d'Orléans, on est loin de Tours, on est moins considéré. Merci pour votre témoignage. C'est un témoignage important, ça me rappelle un petit peu ce que j'avais fait en 1995 avec le collectif des gares. Au début, on n'était pas entendu et puis on s'est mobilisé avec tous les maires, nous avons mené des actions et nous avons pu obtenir des résultats. J'ajouterais que, je n'ai pas pu le dire tout à l'heure parce que je voulais aller très très vite, j'ai dû à 2 reprises agrandir le parking de la gare de ma commune parce que maintenant il y a beaucoup de monde qui le prend. J'ai dit entre 60 et 80 usagers par jour. Votre combat est important. Nous sommes, dans le dialogue. Nous sommes dans les institutions républicaines. Donc, nous sommes dans le dialogue républicain. Mais nous n'excluons pas aussi la fermeté et la détermination. Ça, c'est clair. Et on est là aussi pour être vos intermédiaires, vos interlocuteurs et pour vous aider dans ces démarches. Merci. Michel Neugnot, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. On arrive doucement à la fin, donc vous pourrez prolonger éventuellement vos échanges. Excusez-moi, je crois qu'il y a une dame qui a une question et je voudrais juste que M. Neugnot va s'exprimer, bien sûr, mais qu'on ne tombe pas dans un dialogue de ligne. Oui. Ce n'est pas l'objet du débat. Après, vous pourrez prolonger plus tard peut-être quelques mots sur le positionnement de la région. Si vous permettez, monsieur, je suis aussi coprésident de Région de France, de la commission mobilité. C'est à ce titre-là aussi que je m'exprime. C'est parfait. Et dans la foulée de ce qu'a dit tout à l'heure la présidente Carole Delga, qui a bien parlé à un moment donné, je le dis tout de suite, les mobilités, c'est plusieurs moyens possibles de mobilité et il n'y a pas que le train. D'ailleurs, c'était dit par le témoignage. Ce que je voudrais dire, TGV, je ne peux pas en parler. Ce n'est pas notre compétence, donc je ne dirai rien. Par contre, sur l'ouverture à la concurrence, je voulais dire un mot. Comment cela se passe-t-il dans les agglos urbaines? Le service public des mobilités se fait par l'intermédiaire de DSP. La loi, la déclinaison qui a été faite de la loi européenne amène exactement
le parallélisme des formes. C'est la région qui détermine le cahier des charges et c'est la région qui finance tout comme elle le fait avec la SNCF. Et nous sommes justement dans le secteur où David est concerné, dans la finalité d'un résultat d'un appel d'offres qui a été fait. On va donner le résultat. C'est pas uniquement, comme vous le dites, les lignes rentables, c'est toutes les lignes d'un secteur qui s'appelle Bourgogne-Nord-Nivernais, Bourgogne-Ouest-Nivernais, avec des liaisons courtes, des liaisons qui vont sur Dijon et des liaisons qui vont sur Lyon, puisqu'on a cette originalité d'avoir une très grande dessert. Et là, vous verrez le résultat. Oui, alors ce que vous dites est très intéressant, ça conforte ce que j'ai dit précédemment. Il faut savoir, et j'en discutais avec le président, directeur général de la SNCF, que pour les 3 premières années, les concurrents qui arrivent et qui prennent ces lignes bénéficient d'une réduction sur la charge d'entretien des lignes pendant 3 ans. On n'est plus dans un vrai système. Non, sur le TGV. Sur le TGV, parle du TGV. Je dis le TGV, je n'en parle pas. On est bien d'accord, mais moi je complète. Oui, sur le TGV, c'est vrai. Sur le TGV, oui. Avec de 15 à 20% de réduction pour... non, mais votre système de DSP, et c'est très intéressant. Non. Excusez-moi, ce que vous expliquez en termes de DSP, c'est tout à fait vertueux et on aimerait que ça s'applique également pour le régime SNCF. Je ne suis pas ministre. Moi non plus. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais dire, la particularité de la Bourgogne-Franche-Comté, je vais être court. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est 9% du réseau national ferroviaire. Alors que la Bourgogne-Franche-Comté, en population, ou dans tous les indicateurs que l'on a par rapport à la France, on représente entre 3 et 4% de la France. Donc nous sommes dans une hypertrophie, avec un réseau qui fait Paris, Dijon, Lyon, avec un réseau qui va international aussi vers la Suisse, avec vraiment un réseau très fort, et un pourcentage de voyageurs transportés en hausse permanente parce qu'on a développé l'offre. Deuxième élément, c'était dit par le président Farandou, on a, avec des aléas climatiques, une dégradation accélérée des lignes les plus fragiles. Et je vais vous donner un chiffre, on a tous les travaux que l'on devait faire, et ça va être dans toutes les régions comme cela, et aussi sur le routier, sur les ouvrages d'art. Dans tous les travaux que l'on doit faire, ce qui était prévu en 2035 ou 2040, on doit le ramener à 2030. Le total d'investissement demandé, non prévu, s'élève entre 300 et 500 millions d'euros qu'il faudrait développer en plus du contrat de plan. Donc on est dans cette situation-là, et je le dis, la politique que l'on va devoir mener, c'est notamment différencier ce qui est les lignes électrifiées à fort potentiel, où là, il faut développer l'offre et développer, ce qui a été dit par David, développer la capacité, parce qu'on n'a pas forcément des sillons pouvant rentrer dans les communes. Et par contre, il y aura naturellement sur les autres, de façon inéluctable, le passage du train au car. Le passage du train au car. Et on va être... Je suis désolé. Mais j'avais terminé. Mais c'est génial parce qu'il y a une dernière question. Voilà. J'aimerais. Merci beaucoup. Et théoriquement, on a terminé, mais je ne vous avais pas vu. Je suis désolé. Et je vous en prie, vous pouvez poser votre question. On m'entend là? Je ne sais pas si ça marche. Moi, je suis juste une adjointe d'une mairie dans le sud du Lyonnais. Il n'y a pas juste des adjointes. Oui. Il y a des citoyens engagés au service de la République et vous en faites partie. Très bien, merci. Ma question, elle reste néanmoins petite au regard des situations qui ont été présentées. Je voulais parler du vélo dans le train. Je suis quand même, on est pas mal entouré de jeunes qui sont prêts et qui ont vraiment envie de voyager sans la voiture.
mais il faut de la place pour le vélo dans le train. Le vélo électrique ou le vélo musculaire. Voilà, je voulais savoir quelle était la politique de la SNCF face à ça. Qu'est-ce qu'ils vont budgétiser, combien, enfin, dans quel calendrier, etc. Voilà, merci. Question très précise, mais c'est vrai qu'on n'a pas de représentant. Mais je vais dire un mot là-dessus parce que oui, c'est une question très classique. En fait, c'est une responsabilité collective de tout le monde. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce qui se passe dans le train et ce qui se passe autour des trains, c'est-à-dire en gare. En ce qui concerne les trains, je ne veux pas parler à la place des régions. Michel est là, il pourrait le dire, mais on ne pourra pas mettre tous les vélos dans tous les trains parce qu'il faut d'abord mettre des voyageurs dans les trains. On est content quand il y a de la place pour les vélos, mais on sait que sur les lignes les plus chargées, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous travaillons, l'ensemble des acteurs, que ce soit les autorités organisatrices de mobilité, les agglomérations, les communes, avec le soutien des régions, souvent, sur du stationnement sécurisé sur les gares, soit à des points de départ, soit en point d'arrivée. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, parce qu'on ne pourra pas promettre demain de mettre tous les vélos dans tous les trains partout. Ce n'est malheureusement pas possible. Et donc ça, c'est aussi nos aménagements de pôles d'échange multimodaux autour des gares, où on va venir faire en sorte que l'ensemble des services puissent bien se compléter, se connecter les uns aux autres. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe en premier lieu, effectivement, au bloc des collectivités locales, en bon dialogue aussi, évidemment, avec la SNCF. Alors, je parle essentiellement des dessertes de proximité, des trains régionaux, mais la question peut se poser sur des trains de grandes lignes, de longue durée, comme par exemple sur le Bolt. Et là, évidemment, la SNCF a aussi un rôle à jouer en la matière. Merci. Alors, on a déjà dépassé. Alors, je vois Jean Lumillet qui agite la main depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas le frustrer. Mais vraiment, je vais vous demander très très court, parce que là, on a déjà dépassé un peu le temps. Oui. Écoutez, j'ai écouté la réponse de Michel Nugnot. Hein. Et vous allez vous voir après. Je remets ma carte. Et voilà, oui, s'il a mais perdu je vous mon numéro propose de téléphone, il faut que Michel mes chers collègues, voyez-vous après si vous voulez dialoguer. Non, mais c'est pas ça. C'est pas seulement ça. J'ai été effrayé par ce qu'il a dit. Parce qu'il y a une hypertrophie des lignes par rapport au nombre d'habitants en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, si je le traduis, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à en supprimer pour qu'il y ait moins de lignes que ce qu'il y a actuellement. Et la ligne des Hirondelles, finalement, ça conforte les craintes que j'ai par rapport à la survie de cette ligne. Et mettre des cars, ce n'est pas la réponse que j'attendais. On a beau dire qu'il y a du réchauffement climatique, qu'on ne verra plus la neige, il n'y aura plus d'hiver, on en reparlera. On en reparlera de ça. On va peut-être déjà demain, je ne sais pas comment on va rentrer par rapport à la météo qui est annoncée. Hein. Alors, moi j'aimerais bien que le train, c'est quand même beaucoup plus sécurisé que des cars sur les routes et qu'il y a moyen. Et quant aux investissements considérables des ouvrages d'art, eh bien, nous avons avec l'AFNOT interviewé les entreprises qui ont travaillé sur les tunnels et les viaducs. Ces entreprises ont été étonnées du bon état de ces ouvrages d'art qui sont encore costauds, solides. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, hein, mais ils s'attendaient vraiment à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et le problème, c'est la voie. Le sol est bon, tout est construit sur la roche, donc il n'y aura pas des affaissements, et on a de quoi faire. Moi j'ai dit, j'exonère, je n'en veux pas à la région. Je suis désolé, mais c'était d'abord à l'État. Il faut vraiment finir. Oui, non mais j'arrête là. C'était à l'État d'abord de financer, mais je demande à ce que la région sorte de la catégorie 3 pour repasser en catégorie 2 avec une aide consistante de l'État. C'est pas normal qu'on soit la seule ligne de Bourgogne-Franche-Comté où la région paye tout de sa poche, je le dis, c'est pas normal que ce soit la région qui paye tout. Et là, on a besoin d'être aidé. Merci. Et je propose que vous profitiez d'être là ensemble pour dialoguer. Mais oui, mais c'est un lieu neutre. Voilà. Vous êtes à Paris. Juste un mot de conclusion pour remercier nos collègues qui sont venus apporter leur témoignage, pour remercier aussi les membres de notre Assemblée qui ont aussi posé des questions, apporté leur témoignage. Vous dire que nous croyons dans le train et c'est pour ça que nous sommes là tous les deux. Ce merveilleux moyen de rouler à 200 à l'heure, de pouvoir dormir, de pouvoir travailler, de ne pas risquer un PV pendant ce temps-là pour excès de vitesse, d'admirer la beauté des paysages. Voilà, de pouvoir se restaurer en même temps. C'est un moyen de transport, vous l'avez très bien dit, chers collègues, du passé, du présent, mais de l'avenir aussi. Donc, c'est le combat que nous menons ici à l'Association des maires de France. Et nous allons le prolonger puisque nous rencontrons Monsieur le ministre à 17h30. Ce que j'allais dire, et peut-être que par la suite, vous allez relayer, si ce n'est des annonces, mais l'échange que vous avez pu avoir avec le ministre. Bien sûr. Merci à vous tous et à vous toutes.